Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, le journal. Vous suivez le programme de Niger Voice, la radio de la diaspora africaine depuis New York. Nous sommes dimanche 8 février 2026. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. À la présentation, Imran Kilo Maïga. La cour royale du sultanat de Dosso a vibré ce samedi 7 février 2026 au rythme d'une cérémonie empreinte de tradition et de solennité, l'intronisation officielle de 9 nouveaux notables. La cérémonie dirigée par le sultan Amadou Souna Djarmakoy se déroulait en présence du gouverneur de la région de Dosso, colonel-major Bana Al-Hassan, des secrétaires généraux de la région, du préfet du département de Dosso, des responsables de FDS, d'une délégation venue d'Argungu au Nigeria et de Zender et plusieurs autres invités venus du Nigeria, du Bénin et de l'intérieur du pays. Dès l'ouverture, le Maïfada du sultan El Hadj Bourama Bana, exprimant au nom de son Altesse le sultan Amadou Souna Seydou Djarmakoy, a rappelé le fondement de cette intronisation. Cette cérémonie s'inscrit dans la droite ligne des traditions séculaires du sultanat de Dosso. Elle consacre la continuité de notre héritage historique et réaffirme le rôle fondamental de l'autorité coutumière de la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Les titres conférés ne sont pas de simples distinctions honorifiques, mais des charges assorties de responsabilités morales, sociales et institutionnelles, a précisé l'honorable Maïfada Bourama Bana. Il a aussi insisté sur l'exigence de loyauté, d'intégrité et de droiture, invitant les nouveaux notables à servir de relais entre le palais royal et les administrés, à promouvoir la solidarité et à œuvrer sans relâche pour le vivre ensemble. Il a également exprimé la reconnaissance du sultanat envers le président de la République, le général d'armée Abdurrahman Tiani et le premier ministre Ali Mohamed Zen pour leur engagement constant dans la conduite de la nation. Sur toute autre information, les autorités nigériennes ont annoncé mercredi la mise en place d'un comité d'experts chargé de préparer des plaintes judiciaires contre l'opérateur nucléaire français Orano. La cérémonie d'installation du comité a été présidée par le ministre de la Justice Aliou Daouda. Dans son discours, il a déclaré que la décision du Niger de nationaliser l'exploitation de ses ressources minières avait entraîné plusieurs procédures engagées par le groupe Orano contre l'État nigérien devant le Centre international pour le règlement de différends relatifs aux investissements SIRDI afin de revendiquer selon lui une soi-disant propriété minière sur les terres nigériennes. Face à cette situation, a poursuivi le ministre, les autorités nigériennes ont décidé d'initier à leur tour des procédures judiciaires contre Orano en prenant toutes les précautions nécessaires pour la traiter devant les juridictions nationales et étrangères afin d'obtenir condamnation et réparation des préjudices subis. Selon Aliou Daouda, le comité d'experts aura pour mission de recenser toutes les violations des règles relatives à l'environnement, à la santé et à la fiscalité qui auraient été commises par l'opérateur français dans le cadre de l'exploitation de l'uranium au Niger. Il a réaffirmé que des poursuites pourraient être engagées contre Orano devant toutes les instances juridictionnelles et arbitrales nationales, régionales et internationales, y compris les juridictions françaises. Aucune réaction officielle de l'opérateur français n'a été enregistré à la suite de cette annonce depuis mercredi. Pour rappel, les autorités nigériennes avaient déjà annoncé le mardi 2 décembre dernier leur intention de poursuivre Orano en justice après la découverte de 400 tonneaux contenant de la carotte radioactive sur un ancien site d'exploitation de l'uranium abandonné par l'entreprise dans le département d'Arlit au nord du pays. L'ambassade des États-Unis à Niamey a fermement condamné l'attaque terroriste survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier visant l'aéroport international Diori Hamani de Niamey ainsi que la base militaire adjacente. Dans un communiqué, la représentation diplomatique américaine a indiqué que cette attaque a ciblé des infrastructures critiques, soulignant qu'elle constitue une menace grave pour la sécurité des civils et toutes les personnes engagées dans les efforts de stabilité et de sécurité au Niger. Selon l'ambassade, des actes de violence de cette nature portent atteinte à la paix, au développement et aux efforts conjoints des Nigériens et de leurs partenaires pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère.
Les États-Unis ont exprimé leur solidarité avec le peuple et le gouvernement du Niger tout en réaffirmant leur opposition ferme au terrorisme et à l'extrémisme violent sous toutes leurs formes. Washington a également déclaré soutenir les efforts visant à traduire les auteurs de cette attaque en justice et a réitéré son engagement à travailler avec le Niger et les partenaires régionaux pour promouvoir la sécurité, la résilience et le respect de la vie humaine. De son côté, la Russie a dénoncé lundi l'attaque armée perpétrée dans la nuit du 28 au 29 janvier contre l'aéroport international Diori Hamani de Niamey et la base aérienne, selon un communiqué officiel du ministère russe des Affaires étrangères. Selon la même source, une quarantaine d'hommes armés ont pris pour cible l'aéroport ainsi que la base 101 de l'armée de l'air nigérienne où est déployé le commandement opérationnel de forces conjointes de la Confédération des États du Sahel AES. L'attaque a été repoussée grâce à l'action coordonnée des forces armées du Niger et de l'Africa Corps du ministère russe de la Défense, a indiqué Moscou, qui a condamné avec la plus grande fermeté cette attaque qualifiée d'extrémiste. La diplomatie russe a par ailleurs estimé que des acteurs extérieurs pourraient être impliqués dans ces violences, évoquant un appui logistique et opérationnel aux assaillants et a réaffirmé sa volonté de poursuivre une coopération multiforme avec le pays de l'AES. Pour rappel, les autorités nigériennes ont annoncé que 20 assaillants avaient été neutralisés et 11 interpellés, tandis que 4 militaires ont été blessés. L'attaque a également causé de dégâts matériels, notamment des aéronefs civils et un dépôt de munitions. Au Mali, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décrété la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture, à l'occasion de la cérémonie traditionnelle de présentation de vœux de nouvel an des membres du gouvernement, tenue ce jeudi au palais de Kourouba. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la vision Malikoura Agneta Sira Kabin Ansan Bafla Ani Biworo Anisaba Ama ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Elle vise, selon le chef de l'État, à refonder durablement le système éducatif, renforcer la cohésion sociale, consolider la souveraineté culturelle et investir dans le capital humain, socle de la prospérité partagée. Lors de la cérémonie, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga, a présenté au président de la transition le vœu du gouvernement et du peuple malien pour une année de paix, de stabilité et de prospérité. Il a également dressé un bilan des actions gouvernementales menées depuis sa nomination le 21 novembre 2024. Sur le plan sécuritaire, le chef du gouvernement a mis en avant le renforcement des forces armées et de sécurité, la modernisation des équipements, la formation continue des effectifs ainsi que la reprise progressive de l'administration et des services publics dans les zones libérées, traduisant la volonté de l'État de rétablir son autorité sur l'ensemble du territoire national. Le Mali a officiellement lancé son calendrier d'émission de titres publics pour l'année 2026 avec un objectif de mobilisation de 1450 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. IEMOA a-t-on appris à l'issue de la cérémonie de lancement. Cette programmation s'inscrit dans la stratégie de financement de l'État par le recours aux instruments de marché à travers des opérations encadrées et planifiées visant à couvrir les besoins budgétaires. Selon les informations communiquées, l'objectif annuel est réparti par trimestre avec 340 milliards prévus au premier trimestre, 400 milliards au deuxième, 430 milliards au troisième et 280 milliards au quatrième trimestre. Cette ventilation vise à améliorer la visibilité du marché et à permettre aux investisseurs de mieux planifier leurs interventions au cours de l'année. Sur le marché régional, les émissions de titres publics portent principalement sur les bons du Trésor, généralement à court terme et destinés à couvrir les besoins de trésorerie, ainsi que sur les obligations du Trésor à moyen et long terme utilisées pour le financement des projets plus durables. Les opérations sont réalisées par adjudication ou dans certains cas par appel public à l'épargne avec des rendements dépendant notamment de la liquidité disponible, de la maturité des titres et de la demande des investisseurs. Pour rappel, en 2025, le Trésor public malien indique avoir mobilisé 1193 milliards de francs CFA à travers 34 émissions, majoritairement par adjudication, complétées par des opérations d'appel public à l'épargne, confirmant le rôle central du marché régional de la stratégie de financement de l'État.
Sur toute autre information, Mali, Union européenne, lancement des travaux du comité de pilotage de la cellule technique de coopération. La session inaugurale du comité de pilotage de la cellule technique de la coopération de l'Union européenne CTC-UE s'est ouverte jeudi à Bamako sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop en présence de la représentante de l'Union européenne au Mali. S'exprimant à l'ouverture des travaux, le chef de la diplomatie malienne a indiqué que la mise en place de la TCCIE, financée sur le budget national, traduit la volonté des plus hautes autorités du pays de renforcer l'appropriation nationale et le leadership gouvernemental de la gestion de programmes de coopération avec l'Union européenne. Selon Abdoulaye Diop, cette cellule technique vise à assurer une meilleure continuité des projets en cours et à maximiser l'impact de l'appui de ce partenaire traditionnel dans un contexte marqué par la recherche d'une efficacité accrue de l'aide au développement. Le ministre a par ailleurs souligné que la CTCEUE contribuera au renforcement des capacités de service du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale afin de permettre d'exercer pleinement ses missions de pilotage, de coordination et d'arbitrage à toutes les étapes du cycle de projets et programmes financés par l'Union européenne au Mali. S'alliant l'accompagnement constant de l'Union européenne et de ses États membres aux efforts du gouvernement en faveur du bien-être des populations, Abdoulaye Diop a réaffirmé la disponibilité des autorités maliennes à poursuivre et à consolider ce partenariat dans une approche constructive, concertée et participative conforme aux principes constitutionnels régissant l'action publique au Mali. Le plan de réponse humanitaire 2026 pour le Mali, présenté jeudi à Bamako par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA, ambitionne d'assister 3,8 millions de personnes parmi les 5,1 millions identifiés comme ayant besoin d'aide pour un budget estimé à 577,9 millions de dollars. La cérémonie de présentation s'est tenue en présence de plusieurs partenaires humanitaires, dont le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR au Mali, Pierre Camara. Selon OCHA, le Mali demeure en 2026 confronté à l'une des crises humanitaires les plus sévères de la région, marquée par une insécurité persistante, des violences armées, des vulnérabilités socio-économiques et structurelles, des chocs climatiques récurrents et des risques épidémiques. Les régions du nord et du centre restent les plus affectées en raison notamment des restrictions de mouvements qui entravent l'accès aux services essentiels et aggravent la précarité des populations. Face à la baisse significative des financements humanitaires, les acteurs de la réponse ont recentré leurs interventions sur 97 de 159 cercles du pays. Parmi ceux-ci, 45 cercles représentent des poches de sévérité aiguë intégrées au ciblage humanitaire malgré l'absence de seuil critique à l'échelle de l'ensemble du cercle. OCHA souligne que la réduction de plus de 20% du nombre de personnes ciblées, du montant requis et du nombre de personnes considérées en besoin par rapport à 2025 ne traduit aucune amélioration de la situation. Elle résulte exclusivement d'un ajustement méthodologique imposé par le recul des financements internationaux. En 2025, le plan humanitaire du Mali n'avait été financé qu'à hauteur de 21%, soit le taux le plus faible enregistré au cours de la dernière décennie. Les conséquences de ce sous-financement demeurent préoccupantes. Près de 913 000 personnes continueront de vivre dans des abris précaires sans biens essentiels, tandis que 1,7 million de personnes resteront privées d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Environ 1 million d'enfants seront privés d'éducation. 741 000 enfants de moins de 5 ans resteront exposés à la malnutrition aiguë et 1,6 million de personnes ne bénéficieront d'aucun mécanisme de protection. Par ailleurs, 1,2 million de personnes devraient basculer dans l'insécurité alimentaire. Au Burkina Faso, le Premier ministre Rentelba Jean-Emmanuel Ouédraogo a pris part ce samedi 7 février 2026 à Abandjaras, au Tchad, à la cérémonie officielle d'ouverture de la 6e édition internationale de culture saharienne, FICSA, un rendez-vous majeur dédié à la promotion de la diversité culturelle, du tourisme durable et du dialogue entre le peuple du Sahara. Aux côtés de son homologue du Niger, Ali Mahaman Lamine Zen, le chef du gouvernement a rehaussé de sa présence l'éclat de cette cérémonie
placé sous le très haut patronage de son Excellence le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, représenté pour l'occasion par le Premier ministre tchadien Alla Meïa Halina. La participation de haut niveau de délégations sahéliennes a conféré à l'événement une dimension résolument politique et fraternelle, traduisant la volonté commune des États de la région de faire de la culture un vecteur d'intégration, de paix et de développement. Le Premier ministre tchadien Alla Meïa Halina a rappelé que le FICSA dépasse le cadre d'une célébration culturelle ordinaire et participe à la valorisation des territoires sahariens comme pôle de culture, de tourisme et d'opportunités économiques, faisant du Sahara un patrimoine vivant, porteur de sens, de valeurs et d'avenir. Insistant sur la complémentarité entre culture et développement, il a également indiqué que le choix du gouvernement tchadien est clair, celui de développer un tourisme qui valorise nos potentialités et créer des emplois durables, avant d'appeler à un choix de fraternité, la solidarité entre le peuple du Sahara contre la division, le partage contre l'isolement, la rencontre contre la méfiance. Dans son allocution, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pendewende Zilber Ouedraogo, porte-parole de la délégation burkinabé, a salué l'hospitalité tchadienne et souligné la solidité des relations historiques entre Ouagadougou et N'Djamena. Il a transmis les salutations fraternelles du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et rappelé que la culture constitue un levier de cohésion sociale, de souveraineté et de développement durable, particulièrement dans un contexte sahélien marqué par des défis multiformes. Évoquant le thème de cette année, coopération sud-sud, culture et tourisme durable pour des territoires inclusifs, il a mis en exergue la diplomatie culturelle comme instrument stratégique de rapprochement de peuples et de rayonnement international. Solennellement, il a lancé une invitation aux artistes et opérateurs culturels désireux de découvrir la richesse culturelle du Burkina Faso à prendre part à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture SNC, prévue du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso. Au Nigeria, le bilan de l'attaque survenue mardi dans le village de Woro dans l'état de Krawa au centre du Nigeria est passé à 70 morts, a indiqué jeudi un député local. Les autorités de l'État avaient auparavant confirmé l'inhumation collective de 75 victimes mercredi, mais selon un des élus locaux, 170 corps avaient été retrouvés au total jeudi matin. Réagissant à cette attaque meurtrière, le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a condamné dans un communiqué un acte qu'il a qualifié d'odieux et barbare, soulignant qu'au moins 162 civils innocents ont tragiquement perdu la vie. Le président de la Commission a dénoncé une violation grave des droits humains et une atteinte inacceptable à la paix et à la sécurité, tout en réaffirmant la politique de tolérance zéro de l'Union africaine à l'égard du terrorisme et de l'extrémisme violent sur toutes leurs formes. Mohamed Ali Youssouf a également présenté ses condoléances aux familles des victimes, à leurs proches ainsi qu'au peuple nigérian, exprimant la solidarité de l'Union africaine avec le gouvernement fédéral et les autorités de l'État de Kaoura. Selon les autorités locales, le président nigérien Bola Tinubu a approuvé le déploiement immédiat d'un bataillon de l'armée dans le cadre de l'opération Savannah Shilf en vue de mener de contre-offensives contre les auteurs de l'attaque. L'Union africaine a enfin réitéré son engagement indéfectible à soutenir le Nigeria dans ses efforts pour renforcer la paix, la sécurité et la stabilité sur l'ensemble de son territoire. Au Ghana, les recettes pétrolières chutent à 769 millions de dollars en 2025. Les recettes pétrolières totales du Ghana ont fortement reculé en 2025 pour s'établir à environ 769 millions de dollars contre 1,35 milliard de dollars en 2024 selon des données officielles de la Banque du Ghana et du ministère des Finances. Les revenus enregistrés en 2025 proviennent de l'ensemble des sources pétrolières, notamment le prélèvement, redevances, participation et intérêts reportés, l'impôt sur les sociétés, les locations des surfaces ainsi que d'autres rentrées de fonds liés au secteur. Dans le budget 2026 présenté au Parlement en novembre 2025, le gouvernement tablait pourtant sur des recettes pétrolières atteignant 1,01 milliard de dollars d'ici la fin de l'année. Le ministre des Finances, Dr Kassiel Atto Forson, a indiqué dans le document
document budgétaire que le montant effectivement réalisé en 2025 représente une baisse de 35,7% par rapport aux 1,7 milliard de dollars enregistrés sur la même période en 2024. Pour rappel, les recettes pétrolières totales du Ghana en 2024 se situent entre 1,35 et 1,36 milliards de dollars, soit une hausse de 27,8% par rapport aux 1,6 milliard de dollars perçus en 2023. Voilà, c'est tout pour cette édition hebdomadaire sur Niger Voice présentée par Imirana Kilomega. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.